Bonsoir et merci d'être aussi nombreux pour écouter William Sportis que nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir. Et nous sommes particulièrement heureux de le recevoir pour au moins deux raisons. Parce que William est quelqu'un qui a la pêche et il donne la pêche. Donc ça fait quand même beaucoup. Et puis surtout aussi parce qu'en ces temps d'évaluation de tout idéal politique, où la notion même d'idéal a tendance à paraître ringarde, William fait partie de ces gens qui continuent avec la même constance, le même enthousiasme à se battre pour un monde plus juste, et ne serait-ce que pour ça, donc on est vraiment très 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 heureux de le recevoir. Alors, je vais essayer de faire un tout petit portrait de lui, après quoi je donnerai la parole à Nordine Sadi, qui lui va faire une lecture du livre lui-même, de ce livre qui s'appelle Le Conte des Oliviers, qui est un livre d'entretien donc avec un historien, paru aux éditions universitaires de Rennes, avec aussi une édition à Alger. Après quoi, on va poser des questions, puis vous pouvez aussi lui en poser. Ce que je voulais juste dire pour le présenter comme ça très très rapidement, j'ai certainement oublié beaucoup de choses et passé sur des étapes importantes. Mais alors, William fait partie fait partie de l'histoire du communisme algérien. Il en fait partie, il fait partie peut-être de cette spécificité d'un militant communiste qui a milité dans un pays qui a été colonisé, donc avec cette spécificité qui va poser un certain nombre de questions théoriques et pratiques dans les années 40, 50, etc. On va sûrement en parler un peu à partir du livre. Il est né en 1923 à Constantine, dans une famille modeste, judéo-arabe. Ça fait donc 90 ans cette année de lutte ininterrompue, puisqu'il continue encore à faire plein de choses, on en parlera tout à l'heure. De lutte ininterrompue et presque invariable, qui est basée sur la défense des intérêts des classes les plus défavorisées de la population, et celle du Parti communiste. Alors il est né dans un quartier populaire de Constantine, le Comte des Oliviers. Enfin, il a vécu plus exactement dans ce quartier qui s'appelle le Comte des Oliviers. Et très très jeune, donc il est confronté à cette dialectique infernale qui lie la misère des Algériens au colonialisme. C'est la prise de conscience de cette dialectique qui va le conduire à adhérer à 16 ans au Parti communiste algérien en 1940, donc Parti communiste qui était à l'époque clandestin. Il rejoint donc par cette démarche son frère Lucien Sportis, qui lui avait adhéré au mouvement communiste algérien dans les années 20 pour se battre contre l'oppression coloniale. Lucien est une figure des luttes anticolonialistes. À Constantine, à Akbou, il a été instituteur, et un résistant puisqu'il a été assassiné par la Gestapo en 1944 à Lyon. Alors William Sportis s'engage avec d'autant plus de conviction après la Deuxième Guerre mondiale dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie qu'il était convaincu que le fascisme, le capitalisme et le colonialisme ne faisaient qu'un. Alors entre 1940 et le début de la guerre de libération en 1954, il mène une intense activité, d'abord dans l'UGDA, l'Union de la jeunesse démocratique algérienne, ensuite dans le Parti communiste algérien, le PCA, à différents niveaux du PCA. Alors, au début de la guerre, donc en 1954, il est à Budapest où il dirige une émission de radio en arabe, une émission qui militait en faveur de l'indépendance de l'Algérie.
Quelques temps après, il rentre en Algérie où il rencontre Henri Maillot, qui lui confie son projet de s'emparer d'un camion d'armes de l'armée française au profit des combattants algériens. C'est cet acte qui a poussé par la suite Abban Hamdan et le FLN à prendre contact avec le PCA, d'où la fameuse rencontre entre Abban et Ben Khadda d'un côté et Bachir Hadj Ali et Sadr Hadjaras que je salue pour le PCA. Alors, en 1956, William Sportis retourne dans sa ville natale de Constantine, qu'il connaît de fond en comble, puisqu'il est né là-bas, puis il a été clandestin là-bas pendant des années, etc. Et il coordonne à partir de Constantine donc l'action clandestine des communistes de tout le Constantinois, et il organise le soutien à l'ALN. C'est un travail qui va durer jusqu'à la fin de la guerre. À l'indépendance, il est journaliste à Alger Républicain, donc il est à Alger. Et là, je vais aller un peu plus vite. En 1965, donc, il était encore au PCA, et après le coup d'État de Boumedienne, il est arrêté, torturé, emprisonné pendant quelques années. On va en parler, il va nous en parler tout à l'heure. À sa sortie de prison, il est placé en résidence surveillée à Tiaret, où il milite clandestinement pour le PAX, qui était le successeur du PCA. Revenu à Alger, et il est en charge de responsabilité dans des entreprises nationales, notamment la Sonatram. Il continue à militer pour le PAX sans y avoir de responsabilité à ce moment-là, dans les années 70. Et après l'implosion du PAX, il rejoint des anciens du PCA, Boualam Alpha, Hamid Benzine et d'autres, pour créer le PADS, tout en continuant à se battre jusqu'à ce jour d'ailleurs pour la renaissance d'Alger républicain. Alors tout au long de ce parcours de 70 ans à peu près, William Sportis et là on le voit bien dans le livre, a rencontré, croisé, travaillé, s'est opposé à des figures déterminantes de l'histoire du mouvement communiste algérien et du mouvement nationaliste. Son parcours aussi on se rend très vite compte, est un condensé de fidélité à ses idées d'adolescents, de jeunes, etc. Mais aussi en parcourant sa biographie, un condensé de fidélité, mais aussi de questionnements liés à toutes les étapes de l'histoire du mouvement communiste algérien, avec ses contradictions, ses conquêtes, etc. Mouvement qui est méconnu, occulté, dont même les acteurs témoignent malheureusement très parcimonieusement. C'est pourquoi ce livre, que Nordine Saadi va présenter est important dans la connaissance de tout un mouvement qui est très très mal connu. À toi, Nordine. Je voudrais dire que c'est effectivement avec une grande émotion qu'on reçoit William Sportis, et votre présence l'atteste, d'autant que c'est ce qu'on peut appeler vraiment un rassembleur, parce qu'il y a plusieurs visages amis là, que personnellement je n'avais pas revus depuis très très longues années, que je revois ici, parfois des visages de Constantine, parfois des visages du parti, parfois simplement des gens qui s'intéressent à ces choses et qui pensent comme nous que c'est une soirée importante et un livre important. C'est ce que je vais essayer de te dire, cher William. Je crois que c'est vraiment un très bon livre. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser les superlatifs comme ça, que c'est vraiment un très 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 bon livre, à la fois sur l'histoire des communistes algériens, mais de façon plus générale sur l'histoire de l'Algérie. C'est un livre qui évidemment est centré sur William Sportis, puisque c'est un ensemble d'entretiens effectué par Pierre-Jean Le Foll-Luciani, qui est un universitaire qui avait travaillé sur les Juifs d'Algérie et qui connaît bien, je crois, l'histoire de l'Algérie. Mais c'est plus que le parcours de William Sportis, c'est un ensemble
de données qui nous sont faites de manière très très vivante sur 70 ans hein, de la vie de l'Algérie. 90 ans même, si l'on ajoute la vie de Lucien, dont je vais dire quelques mots, qui est le frère de William Sportis, qui a milité depuis son jeune âge, d'abord en Algérie, puis en France pendant la Résistance, et qui a été assassiné par les nazis en 1944. Et Lucien n'est pas là, comme ça, dans le passage que l'on peut faire de sa mémoire. Il est là, je crois, parce qu'il a marqué fondamentalement la vie, les orientations et le combat de William. C'est un livre qui présente l'intérêt suivant, ce qui est assez rare, d'être à la fois un livre d'entretien et un livre d'histoire. Pourquoi? Parce qu'il a été conduit par un historien et que tout au long des entretiens, les propos de William Sportis vont être éclairés, corroborés par un véritable travail de recherche et d'archives. Toutes les recherches d'archives que l'on pourrait faire auprès des renseignements généraux, auprès des préfectures, dans les tracts de l'époque, dans les journaux de l'époque, sont aujourd'hui là pour corroborer, appuyer, soutenir, etc. Donc on est à la fois dans un livre qui est à la fois un livre de la mémoire, comme il y en a qui, fort heureusement aujourd'hui, s'écrivent, hein, de ces militants de cette période, et à la fois un livre d'histoire, parce qu'autour du récit de William, il y a tous les faits d'histoire qui sont attestés. Il y a des documents d'archives, certains sont des documents personnels de William Sportis, d'autres sont des recherches, et il a effectué, je crois, de très nombreuses recherches dans les services de police, dans les archives d'Aix, etc., etc. Et donc, à ce titre, je crois que c'est déjà un livre assez exceptionnel dans le genre de ces livres que sont les mémoires. Le deuxième aspect qui est tout à fait remarquable dans ce livre, c'est que c'est un livre qui suit une périodicité, c'est-à-dire qu'on suit la vie de William depuis 70 ans, et à la fois un ensemble d'axes thématiques, etc., sur lesquels il revient sur les grands problèmes, les questions d'idées, les confrontations qu'il y a eu, etc. Donc il fonctionne à la fois à ce qu'on appelle la diachronie, l'histoire, et à la fois il est de manière très très synchronique, centré sur un certain nombre de questions que nous allons bien sûr aborder. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est le style, parce qu'un livre c'est écrit, quoi. Et franchement, c'est un style non seulement lisible, c'est la moindre des choses, que William, qui a été longtemps journaliste, sache écrire, c'est une chose connue. Il sait même écrire les tracts clandestins. Mais enfin, c'est un livre bien écrit dans la mesure où aujourd'hui, on a une espèce de pathos dans ces livres d'entretien, etc. Alors qu'ici, il y a le souci pédagogique de se faire comprendre, et il y a à la fois la précision des mots, des sujets, etc. Et ça, c'était assez intéressant, en tout cas pour mes lectures à moi. Je ne vais pas m'appesantir trop longtemps sur le livre, parce que je sais que, je ne sais pas combien ton éditeur a ramené d'exemplaires, mais je crois qu'ils seront finis tout à l'heure, et que les amis qui sont là vont manifestement le lire. Mais quand même, je voudrais insister sur un certain nombre de choses. Il est dit dans l'avant-propos écrit par Pierre-Jean Le Foll-Luciani, et d'ailleurs c'est le titre qu'il donne, « Algérien, juif, communiste ». J'ai trouvé ça très intéressant, non pas de savoir que tu es juif, c'est pas ça le plus important, je crois, dans le combat que tu mènes, mais c'est important pour ce qu'a été l'histoire de l'Algérie et ce qu'a été l'histoire de Constantine particulièrement, c'est-à-dire une famille juive de Constantine dans les années 20, dans les années 30, qui se met à militer dans le mouvement national et le mouvement communiste. Ton livre nous révèle que ce n'était pas propre à la tienne, même si toi, tu es tombé là-dedans, quoi. Je veux dire, tu es tombé dans une famille communiste, ton frère l'était déjà,
l'autre frère Fernand Isra, tes sœurs le sont, etc. Mais ce que l'on apprend, en tout cas j'ai appris des tas de choses, même si j'ai vécu cette période à Constantine, mais jeune, hein, où j'avais 12, 13, 14 ans, mais de savoir quels ont été tous ces militants juifs dans le combat communiste et dans le combat pour la guerre de libération nationale, moi je crois que c'était important que cela soit dit. Et en même temps que par ce trait là de ce que tu es, si tu veux, tu as bien fait saisir dans ce livre ce qu'a été l'antisémitisme, notamment l'antisémitisme colonial, hein, dans ces années-là, ce qui a précédé et ce qui a ensuite été la conséquence de la célèbre journée du 5 août 1934, qui a vu ce qu'on a appelé comme ça, parce que les mots sont gonflés souvent, une espèce de pogrom, et comment le colonialisme s'est toujours attelé à approfondir, creuser en quelque sorte les divisions entre Arabes et Juifs. Et quelle a été donc la résistance par rapport à tout cela, de la même manière que ce qu'ont été les lois de Vichy, ce qu'a été cette idéologie fasciste, je dirais, puisque c'est toi qui emploies le mot, en tout cas de beaucoup de pieds noirs d'Algérie, ce qu'on appellera plus tard les pieds noirs d'Algérie, au cours de la Seconde Guerre mondiale, comment il fallait lutter contre tous ces courants qui étaient des courants qui ont pratiquement été majoritaires chez les Européens d'Algérie, etc. Et comment tout ça se faisait à partir du réel, à partir du vécu. Alors on a tout de suite le lycée de Constantine, comment se passait avec une mémoire prodigieuse. William, tu as une mémoire prodigieuse, on se souvient des noms, des gens, des classes, etc. Et ensuite, évidemment, on va suivre le combat qui a été l'itinéraire. On aura une 60aine de pages, vraiment à la fois touchantes et intéressantes et d'une grande émotion, sur son frère Lucien, qui lui-même, il aurait mérité à lui-même un livre, je crois, tellement c'est une vie assez époustouflante. Un communiste sur le terrain depuis son plus jeune âge, qui va s'engager dans tous les combats et qui ensuite aura affronté, dans le cadre de la résistance, hein, de l'occupation et le nazisme en France, et qui sera assassiné donc en 1944. Quelqu'un d'ailleurs qui avait une certaine notoriété dans les milieux de la résistance, puisque Roger Stéphane, l'écrivain qu'on connaît, qui était à l'époque un journaliste, je ne sais pas où il était, je crois qu'il était à Combat, là à gauche en tout cas, avait dit de lui Lucien Sportis, dont le pseudonyme était François Jourdan, on l'apprend bien sûr, respire la droiture, la fermeté morale. Et l'importance de la vie de Lucien tient dans ce que lui a vécu, mais également dans l'influence qu'il a eue sur le petit William. Le petit William, d'accord, ça ne dérange pas. Le petit William. Il faut dire que le petit William va militer à 16 ans. À 16 ans, il entre... Enfin, on ne sait pas s'il entre au Parti communiste, parce qu'il n'y était pas sa naissance. La famille était, etc. Mais à 16 ans, il va prendre ses premiers contacts et adhérer au Parti communiste, dont il reste peu ou prou, de sa manière, voilà, fidèle jusqu'à nos jours. Et le petit William va donc à la fois militer à Constantine dans ces années 40, au sein du PCA, donc on a un certain nombre d'éléments, d'informations, etc., sur ce qu'était la lutte clandestine à l'époque. Et à partir de 1945, on a une situation nouvelle, évidemment. Il y a le 8 mai 1945, auquel William n'a pas participé parce qu'il avait été mobilisé durant la Seconde Guerre mondiale, et mobilisé pour aller faire le tour du monde, hein, le tour du monde colonial, hein, parce que ça commence à Casablanca,
ça se poursuit à Nouakchott, en Afrique, etc. Et puis il revient après le 8 mai 45, et c'est à ce moment-là, je crois, que nous entrons dans l'histoire contemporaine de l'Algérie, et que l'on a un tableau très riche, très fourni, sur ce qu'étaient les mouvements politiques nationaux à l'époque. Parce que l'intérêt du livre, comme je le disais, c'est qu'il ne s'intéresse pas exclusivement à l'histoire des communistes, mais à l'histoire de tout ce qu'a été le mouvement anticolonial de l'époque. Et donc, il y a un ensemble de faits, hein, c'est des faits plus que d'anecdotes, sur les relations avec les Olamas. Donc, on apprend, par exemple, que William a été très ami avec Reda Hoho, mais au-delà de l'anecdote amicale, ce sont ces relations qui se tissaient. La manière dont cela se posait dans des relations à la fois conflictuelles, compétitives, de divergence d'interprétation, mais sur le fond de la lutte nationale avec le MTLD, avec le PPA et le MTLD, et comment, à partir de cette union de la jeunesse démocratique algérienne, c'est l'idée de réunir des jeunes au-delà de leur propre parti, etc., dans une radicalisation anti-colonialiste. Et alors, on n'échappe pas, c'est ça que j'ai trouvé très bien, on n'échappe pas au débat de l'époque. Ce qu'il y a de très bien, c'est que, bon, d'autres auraient lissé, comme on dit, un certain nombre d'éléments sur la question nationale et le communisme. Hein. Or là, il y a une réflexion à la fois sur cette conception que se faisait le Parti communiste français de la nation algérienne, notamment la fameuse phrase qu'on ressort tout le temps de Thorez, etc., à la fois sur la façon dont le Parti communiste va évoluer dans ses positions pour épouser plus tard une conception radicalement pour l'indépendance, et donc on voit toutes ces évolutions, comment elles se font, sous quelles influences, etc. Puis après, évidemment, c'est la question qui n'est pas propre à Constantine, mais qui, pour ceux qui ont vécu à Constantine, est assez... c'est marqué comme question, cette relation entre islam et politique. Parce que Constantine, c'est Ben Badi, c'est les Olamas, etc. Et là, on apprend des tas de choses sur les rapports entre islam et politique à Constantine, notamment sur les liens entre les Olamas et beaucoup de religieux de Constantine, avec les communistes, mais pas seulement avec les communistes, etc. On apprend en passant que quelqu'un comme le chanteur Raymond est loin de ce qu'on veut bien présenter aujourd'hui, quelqu'un qui aurait été tué parce qu'il serait lié à la main rouge ou je ne sais quoi, ce sont des interprétations qu'on entend, mais que Raymond a été tout à fait ce qu'on peut appeler un progressiste, en tout cas par ses lectures d'Alger républicain, en liberté, etc. Et que la communauté juive, de façon peut-être pas généralisée, mais de façon assez importante, avant 54, 55, 56, n'était pas une communauté la plus assimilée, portée seulement par ce qu'ont été évidemment les facteurs d'assimilation, comme on dit, avec le décret Crémieux, mais que c'était des gens qui restaient très liés aux autres Algériens, aux Algériens musulmans, etc., et qui, pour la plupart, étaient finalement d'honnêtes gens qui vont, bien sûr, basculer plus tard. On apprend également que... C'est pour ça que le livre est riche et intéressant, je vais passer vite. On apprend, par exemple, comment une action extérieure, par l'Alliance juive, par le sionisme, a essayé de tout faire pour... évidemment tirer les Juifs de Constantine. Certains se retrouveront bien sûr plus tard en Israël. Il y a cette phase assez intéressante, hein, la voie de l'indépendance et de la paix, entre 54 et 55 à Budapest comme journaliste, et ce que ça a pu apporter, etc. Et puis William Sportis prend le nom de Omar. Très bien, Omar. Et il est clandestin à Constantine
entre 56 et 62. Alors évidemment, là, il casse tous les effets de propagande et les poncifs qu'on a pu lire, etc. Je sais que nombreux d'entre vous savent que tout ça n'a été que des effets de propagande pendant une période comme ça en Algérie, sur l'importance qu'ont revêtu les communistes dans la lutte anticoloniale, dans la résistance, dans la clandestinité, etc. Non seulement en existant en tant que parti, et je crois qu'il apporte de bonnes explications des accords entre Hadras, ici présent, et Abdel Ramdan, entre le PCA et le FLN, et tu l'expliques bien par les actions dans lesquelles il y avait des gens comme Janine Fèvre, qu'on salue ici, cette dialectique en quelque sorte entre rester communiste, c'est-à-dire de manière autonome, et en même temps aider le Front de Libération Nationale et l'ALN. Ce qui devait être, je pense, une position difficile et complexe. On est à l'indépendance. Alors, il y a toute cette période entre 62 et 65, puis ensuite le coup d'État de Ben Bella, et évidemment la création de l'ORP, les arrestations, les tortures, l'embèse avec quelqu'un comme quelqu'un d'autre. Pardon ? Moi j'ai dit que c'était le coup d'État de Franco. Non, j'ai dit que c'était après l'époque de Ben Bella, le coup d'État du 19 juin. Le coup d'État du 19 juin a été effectué, ma chère Alice, par Ouali Boumediene. Voilà. Donc c'est l'époque de l'ORP et puis des arrestations, des tortures, avec l'embèse, quelques compagnons, dont Mohamed Harbi, et puis les prisons qui vont se suivre à Ammi Moussa, à Ouadalio, etc., etc. Alors, sur cette période, note la première question, mon cher William. On aurait aimé que tu sois plus convaincant, personnellement, comme lecteur, dans l'explication de ce qu'a été l'ORP, pourquoi ça n'a pas marché l'ORP et pourquoi l'ORP s'est transformé en Pax. Tu en parles comme ça, mais tu en parles de manière très elliptique. Tu dis, parce que je sais que tu es toujours très très franc dans ce que tu dis, et ça c'est vrai, c'est une constante pour avoir connu William depuis très longtemps. Tu dis qu'effectivement à l'époque les militants n'ont pas été largement consultés, etc. Mais j'aimerais te demander maintenant, avec le recul du temps, on parle de questions d'histoire de notre pays, qu'est-ce que ça t'a semblé, etc. Nous passons très vite, évidemment, à cette question qui était préalable et qui me paraît toujours intéressante à reposer jusqu'à maintenant, même si c'est une question qui peut être dépassée historiquement. Je crois qu'elle a eu un certain nombre d'effets sur lesquels tu reviens, qui est la question de la nationalité algérienne et du code de 63. C'est-à-dire, je rappelle à ceux qui... il y en a quelques-uns dans la salle là, qui ignoraient cet aspect de l'histoire de l'Algérie, la Constitution de 1963, puis le Code de la nationalité algérienne, a décidé qu'était algérien toute personne, sexe masculin ou féminin, etc., qui avait un grand-père algérien musulman. Hein? Ce qui conduit à dire que le grand-père, un harki, ayant un grand-père s'appelant Mohamed, était nécessairement algérien, tandis qu'un William Portis, ayant un grand-père qui devait s'appeler Lucien aussi, je suppose, non, je veux dire, avait besoin, pour devenir algérien, de le justifier, soit par la participation à la guerre de libération, soit par une demande d'intégration. Ça avait posé des tas de problèmes. Il faut dire que nombreux les hommes politiques et députés qui n'ont pas été conséquents et qui n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre d'eux. Il y a tous des débats, moi j'avais travaillé un peu sur cette question et sur les JO de l'époque.
il y avait quand même, faut-il le dire pour lui, parce qu'il est encore vivant, quelqu'un comme Aït Hamed, tu soulignes, qui s'est tout à fait opposé à ça. Il y a Boumendjel, je crois, qui s'était également opposé, mais enfin ils étaient assez rares. Et ce fait-là, bien sûr qu'il n'aura pas de conséquences sur ta propre vie militante, il n'aura pas de conséquences, je crois, sur les personnes qui désiraient réellement être algériens, encore que, enfin, je veux dire, quelqu'un comme Jean Sénac n'a jamais été algérien, ce qui est déplorable compte tenu de ce qu'il est et de ce qu'il a fait, parce qu'il a considéré pour sa part qu'il n'avait pas demandé la nationalité, qu'il était algérien le plus naturellement du monde, parce qu'il était né sur cette terre, qu'il avait combattu pour la guerre pour l'indépendance de l'Algérie, etc. Voilà. Ensuite, alors on passe à la période, après les prisons, etc., à la période proprement dite du Pax, que tu vas passer à Tiaret, entre Tiaret, Alger, etc., avec des aspects quand même qui, à mon avis, sont significatifs, à la fois du contexte politique, et à la fois sans doute de ton action, quand tu soulignes que lorsque tu es arrivé à Tiaret, il n'y avait plus de communistes. Hein? Et lorsque tu en repars, ben, il y en avait 100. Hein? Entre-temps, bien sûr, il ne s'agit pas simplement de ta seule action, je sais bien, c'est l'action du PAX, du parti, etc. Et alors, là où je suis, voilà, interrogatif, et je t'interroge, moi c'est ma deuxième question, c'est que j'ai calculé, puisque les livres ça se compte en pages, quoi, que 240 pages sont consacrées à la période d'avant 62, et seules 85 pages sur la période entre 62 et 95-96. Ce qui fait que je crois que quelques questions auraient mérité d'être plus approfondies. En tout cas, je suis resté sur ma faim sur un certain nombre de questions. Mais tout de même, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'implosion de l'URSS. C'est la fin du monde. Alors, j'aurais aimé lire quelle a été d'abord ton émotion, et puis ensuite, quelle est ton analyse sur ce qu'a été la fin de l'URSS. Est-ce que c'est un complot mené par la CIA? Est-ce que c'est le système qui est arrivé lui-même à son implosion? Et je veux dire, c'est une question fondamentale pour les communistes, parce que ça va avoir des effets extraordinaires si tout le reste. J'aurais aimé également que sur la crise du Pax et la fin du Pax, tu ne passes pas aussi rapidement par ce que j'appelle des euphémismes. Hein. Les uns voulaient discuter avec les islamistes et les autres voulaient diviser l'Algérie en deux. Je crois que c'est trop facile et tu sais que c'est un peu plus complexe. Maintenant, je comprends que ces questions soient difficiles et peut-être que tu envisages de faire un autre livre pour le faire, mais je crois, mon cher William, t'ayant connu de près, ayant milité auprès de toi, tu es un des hommes importants pour dire à ceux que nous sommes d'abord, peut-être pas moi, mais ceux qui suivent, quoi, un certain nombre de choses sur ces questions. Je suis trop bavard et je termine très vite pour dire que c'est un très très bon livre, qu'il n'y a pas, en disant cela, simplement de l'émotion ou de la sympathie affective pour William Sportis, mais parce que c'est un des livres qui devrait être un exemple du rapport entre la mémoire et l'histoire. Parce qu'on a à la fois une mémoire vive, vivante, et on a de la chance avec toi, c'est que tu as la mémoire très très vive et très besogneuse, hein, ta mémoire bosse comme ça, etc. Et à la fois c'est un excellent livre d'histoire parce qu'on a 70 ans de la vie, de l'histoire de l'Algérie, à travers bien sûr ces luttes-là, mais qui dépasse largement le propos de William Sportis, parcours d'un communiste algérien. Voilà, merci William. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Je vous remercie d'être là. Je remercie l'association culturelle berbère
Et en même temps, je m'excuse auprès d'elle d'avoir tardé à venir dans ces locaux pour discuter de mon ouvrage, enfin, qui a été fait avec la participation d'un historien, d'un jeune historien qui a eu récemment son doctorat d'histoire. Je dirais que cette idée d'écrire sur mon parcours de communiste algérien, je l'avais depuis longtemps, c'est-à-dire depuis les années 80, 87, l'année 87, quand j'ai pris ma retraite, je voulais écrire. J'étais surtout poussé par ma compagne, Gilberte, qui est aussi une militante de mon parti. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Peut-être il y avait un côté paresseux de mon côté, parce que j'étais pris par mes activités militantes et je considérais qu'il fallait d'abord militer avant d'écrire sur le passé. Est-ce juste? Est-ce erroné? Je pense que c'est erroné parce que j'aurais dû écrire. Il a fallu attendre les années 2007, c'est-à-dire 20 années plus tard, pour commencer à écrire ce livre. Et j'ai été poussé par ce jeune historien qui est venu me voir un jour, envoyé par l'un de mes amis que j'avais connu à la fête de l'humanité, un fils de républicain espagnol qui habitait Bab el-Oued, sympathisant communiste et qui avait beaucoup d'affection pour la famille Sportis. Je ne le connaissais pas, mais il connaissait la famille Sportis. Il est venu me voir à la fête de l'humanité un jour et puis me dire, voilà, je connais un jeune historien qui veut faire une thèse sur les juifs anticolonialistes en Algérie, peux-tu l'aider? J'ai accepté et je l'ai reçu chez moi. J'ai reçu Pierre-Jean Le Foll-Luciani chez moi pour la première fois. Et au départ, j'ai voulu que les choses soient claires entre nous. Je lui ai dit, je n'ai pas participé à la lutte anticolonialiste parce que je suis juif, mais parce que je suis communiste. Il faut que ces choses soient bien entendues. Il ne s'agit pas de mon origine religieuse. D'abord, je suis athée. Ensuite, je te dirai une chose, que chez nous, les communistes, on ne connaît pas les religions, on ne connaît pas les races, nous ne connaissons que des hommes. Et nous ne connaissons les hommes par rapport à leur position dans la production. Sont-ils exploités ou sont-ils, si c'est des nations opprimées ou opprimées? C'est ce qui nous intéresse. Et nous voulons l'émancipation des hommes et des femmes, bien entendu, de l'exploitation et de l'opération. Nous voulons construire une autre société et ce ne sont pas nos origines qui nous guident. Les choses étaient claires, mais il m'a dit quand même, je voudrais faire cela, peux-tu me mettre en contact avec tous les juifs qui ont été au Parti communiste ou qui ont été proches du Parti communiste? Je lui ai dit, je le ferai, si ça peut t'aider. Et je lui ai donné le maximum de noms d'anciens camarades de mon parti qui étaient d'origine de religion juive, dont les parents étaient de religion juive. Il est allé les voir les uns après les autres. Et je ne les avais même pas avertis qu'ils devaient venir chez eux. Et partout, ses camarades lui ont répondu, ce n'est pas parce que nous sommes juifs que nous avons participé à la guerre de libération nationale et à la lutte anticolonialiste, c'est parce que nous sommes communistes.
Et quand il est revenu, il m'a dit, voilà, ils ont fait tous la même réponse que toi. Je lui ai dit, on est encore tous sur la même longueur d'onde, c'est très bien. Ça veut dire que nous sommes toujours communistes. Et j'étais content. Voilà. Et ce jeune m'a beaucoup aidé. Comment m'a-t-il aidé? Il m'a aidé parce que ce sont des entretiens. Lui m'interrogeait et moi, c'était ma mémoire qui travaillait le plus. Je ne reprenais pas des textes, il y avait souvent des textes que je n'avais pas. Et donc, il prenait tous mes entretiens et puis il allait vérifier si ce que j'avais dit était juste ou faux, ou si c'était, disons, pas près de la vérité, c'était un peu, disons, quelque chose qui n'était pas réaliste, c'était quelque chose que j'inventais peut-être. Et il a vérifié les choses, il a vu que ma mémoire était encore bonne, qu'elle n'était pas celle d'un vieux croulant. J'étais content. Il m'a rapporté même des tracts, des articles que j'avais écrits ou que j'avais rédigés. Et je les ai retrouvés avec beaucoup de joie parce que je ne les avais plus. Il a fait un travail d'historien très important. Et je considère que ce travail a été utile pour cet ouvrage, parce que mon idée essentielle, c'était d'écrire cet ouvrage, non pas pour raconter mon histoire, non, c'était pour parler de tous les combats qu'ont menés les militants communistes algériens aux côtés de tous les patriotes algériens en Algérie. Voilà mon objectif, pour les jeunes générations. Parce que le passé éclaire l'avenir. Parce que, en parlant au départ dans mon ouvrage du fascisme, le fascisme n'est pas encore mort. Nous voyons encore des manifestations de fascisme actuelles. Donc, notre combat contre le fascisme sert aussi des générations actuelles et futures. Parce que tant qu'on n'aura pas liquidé, mais le fascisme est un produit du capitalisme. Et tant qu'on n'a pas liquidé le capitalisme, le fascisme aura de beaux jours. C'est cela. Voilà mon idée à moi, mon idée de communisme. Le capitalisme étant un produit du fascisme, tant que le capitalisme n'est pas liquidé, le fascisme se renouvellera avec d'autres méthodes. La même chose pour mon combat anticolonialiste. J'en parle, ce combat, c'est le combat de beaucoup de communistes, de patriotes algériens. Ce combat anticolonialiste, il n'est pas terminé. Même si les pays aujourd'hui sont indépendants, souverains, on remet en question cette souveraineté nationale, cette indépendance par toutes les interventions étrangères que vous voyez aujourd'hui. Donc ce livre est utile de parler. Parce que tant que le capitalisme et l'impérialisme durera, les velléités de recoloniser les peuples se maintiendront. Donc ce livre sert l'actualité, sert les jeunes générations. Voilà mon objectif d'écrire ce bouquin. Pour l'intérieur de l'Algérie. Je le souligne, c'est très important, je le souligne parce que c'est très important. La même chose, j'ai eu à parler dans beaucoup de rencontres autour de mon livre. Quand je parle en particulier de la social-démocratie, que je la condamne et que je dis que les dirigeants de la social-démocratie sont au service d'une bourgeoisie capitaliste, quand je le dis dans mon livre, c'est valable pour aujourd'hui. La même chose. Et je le dis encore aujourd'hui. Le rôle de cette social-démocratie, des dirigeants de la social-démocratie, dans les guerres
de reconquête coloniale, comme au Mali, comme en Syrie, comme en Irak, est un rôle néfaste. Et tant que l'idéologie, je ne parle pas des militants socialistes qui sont dupés, je parle des dirigeants qui savent ce qu'ils font, tant que l'idéologie de la social-démocratie persistera, le capitalisme, l'impérialisme et le colonialisme auront de beaux jours. Je le dis et je le souligne. Voilà. Alors, je viens maintenant à certaines questions qu'a posées un peu... C'est pour te faire parler. Oui, pour me faire parler. Alors, je vais parler, bien entendu. D'abord, j'aurais dû être plus convaincant sur l'ORP et parler plus longtemps sur la période. Effectivement, ce bouquin, il a compté 240 pages et 87 pages, 240 pages sur toute la bataille anticolonialiste, parce que d'abord c'était important. Si j'ai consacré 240 pages pour cette bataille contre le fascisme et contre le colonialisme, c'est parce que c'était important dans la vie de notre peuple et dans la vie de tous les peuples du monde. Et c'est reste encore important. Alors donc, j'avais plus de recul pour en parler. Tandis que les 85 pages, j'ai parlé rapidement parce que d'abord, il ne fallait pas aussi que le livre soit trop gros. Il fallait le lire. Et on a le temps de revenir sur cette question. Voilà, il faut nous faire un autre et un livre. recul. Nous faire un autre livre. Non, je ne sais pas. Enfin, il y en a d'autres qui pourront le faire. Je souhaite que d'autres le fassent, qui ont été plus mêlés dans cette vie, parce que j'étais en prison. Il y a beaucoup de choses qui m'échappent, que je ne connais pas. Je me suis trouvé en prison de 65 à 68, assigné à résidence de 68 jusqu'à 75, coupé du parti, même si j'ai eu une action militante, j'étais coupé du parti. Mon action militante s'est faite par moi-même, avec d'autres camarades qui étaient comme moi assignés à résidence. Et donc, il me faut du recul, un peu de recul. Si je peux vivre, peut-être j'écrirai encore. Voilà. Alors, en ce qui concerne la question posée sur l'ORP, eh bien, tu as raison. J'aurais dû insister sur cette question. Et j'y reviendrai. J'y reviens ce soir, puisqu'on est là. Je considère, pour ma part, qu'il ne peut pas y avoir de véritables alliances durables si la classe ouvrière n'est pas organisée dans son propre parti, dans ses propres syndicats de classe, pour créer une alliance large des couches populaires pour changer les régimes d'oppression ou d'exploitation. Et c'était valable à ce moment-là. Et j'ai critiqué dans mon livre la direction de mon parti qui a été un peu... J'en faisais partie, donc j'en suis responsable. Qui est allé un peu trop en avant dans cette affaire, en 65 après le coup d'État. Il fallait être beaucoup plus... Il fallait le condamner, le coup d'État. Cette position était tout à fait juste de condamner le coup d'État, parce que nous, communistes, nous sommes contre les coups d'État. Mais en même temps, il ne fallait pas se précipiter pour aller dans la clandestinité. Il fallait attendre un peu de temps et construire notre parti, qui était déjà dans la clandestinité. Et le fait que notre parti s'est affaibli parce qu'on l'a interdit, parce que ce parti est le représentant de la classe ouvrière, il défend les intérêts de la classe ouvrière, avant tout, et des couches populaires, c'est-à-dire les paysans pauvres, les petits artisans, les jeunes qui souffrent, les pauvres. Voilà, c'est cela. Il fallait construire ce parti. Il fallait le renforcer. Il fallait se battre pour avoir des syndicats de classe. Et c'est valable aujourd'hui encore. Et toutes les alliances comme ça au sommet, je considère pour ma part qu'elles ne vont pas loin. Toutes les choses. C'est une alliance populaire
une alliance faite à la base, à travers des syndicats forts qui ont un caractère de classe, à travers un parti fort qui a un caractère de classe, des organisations de femmes, de jeunes. C'est pour ça, dans mon livre, je parle de toutes ces organisations de femmes, de jeunes, qui ont existé pendant la lutte anticolonialiste. Pendant la lutte anticolonialiste, nous avions combien d'organisations de la jeunesse algérienne? Il y avait les jeunesses communistes au départ, ensuite il y avait l'Union de la jeunesse démocratique algérienne, il y avait les scouts musulmans algériens, il y avait les étudiants musulmans d'Afrique du Nord, il y avait toutes ces organisations populaires, musique, il y avait les femmes organisées, il y avait même des organisations sportives, et puis il y avait des syndicats de classe. C'est pourquoi la lutte contre le colonialisme a été menée avec force et puissance. Et aujourd'hui, c'est la même chose. On ne peut pas changer les choses, on ne peut pas aller vers plus de bonheur si on n'a pas ces organisations populaires. Et cela, j'en parle dans mon livre. Voilà. Il y a une question qui a été posée encore à propos de l'Union soviétique. Je dis c'est une contre-révolution qu'il y a eu. Effectivement, les communistes pouvaient penser que ça jamais la contre-révolution reviendrait dans les pays de l'Est. C'est une erreur de penser cela. Tant que le capitalisme dure, les luttes continuent et les possibilités de contre-révolutionnaire existent. Et je dis c'est une contre-révolution à l'intérieur de la Russie d'abord, de l'Union, des pays de l'Union soviétique, à l'intérieur, en raison de positions droitières qui ont été prises par des dirigeants du Parti communiste de l'Union soviétique qui ont facilité cela, voilà mon opinion. Il faut lire d'ailleurs le livre de Kennan sur cette question-là, et vous verrez bien qu'il y a eu une contre-révolution. Et cette contre-révolution a été soutenue aussi de l'étranger. Les pays capitalistes, c'est pas d'aujourd'hui qu'ils voulaient abattre l'Union soviétique. C'est depuis longtemps. Il y a eu un livre qui a été écrit dans les années 30 par des Américains, La Grande Conspiration contre l'Union soviétique. Ce livre devrait être vendu encore aujourd'hui, on devrait le vendre, le rééditer, pour comprendre qu'on a toujours voulu, que les pays capitalistes et les pays impérialistes ont toujours voulu abattre l'Union soviétique. Aujourd'hui, tous les peuples du monde, tous les ouvriers du monde peuvent voir suffisamment que cet effondrement de l'Union soviétique, cette victoire de la contre-révolution en Union soviétique et dans les pays de l'Est européen a permis aux capitalistes, à ceux qui disaient c'est la fin de l'histoire, que maintenant le monde vivrait bien, qu'il n'y aurait plus de guerre, ben on voit qu'il y a des guerres, il y a plus de guerres que du temps de l'existence de l'Union soviétique. Il y a plus de misère que du temps de l'Union soviétique. Il y a plus de gens qui quittent leur pays, qui sont obligés de s'enfuir leur pays parce qu'il y a la guerre et qui vivent dans des conditions déplorables. Voilà le monde d'aujourd'hui. Et effectivement, dans mon livre, c'est cela que je veux dire, que le monde est à l'envers et qu'il faut le mettre à l'endroit et qu'il faut continuer notre bataille. Voilà. Voilà en gros en ce qui concerne le livre. Je reviendrai plus tard peut-être sur la question de la disparition du Pax et tout ça, effectivement. On va passer la soirée avec toi. Donc. Non, je sais que tu me poses des questions. Je ne peux pas, dans ce livre, je ne pouvais pas tout aborder et aller jusqu'au fond des choses. Pour moi, l'essentiel, c'était d'abord de transmettre à nos générations
d'aujourd'hui et de demain, de leur transmettre un message. Le message que leurs aînés se sont battus en s'organisant et qu'il faut continuer à se battre en nous organisant. Sans quoi, rien ne change. Le bonheur ne peut pas venir. Le chômage ne peut pas se terminer. Voilà. Et on se bat. Chaque jour, on se bat bien organisé. Chaque jour, nous arrivons à arracher, même si c'est des revendications immédiates qu'on prend, mais on prépare le terrain pour changer la situation de notre monde et de notre pays. Voilà ce que je voulais dire. Il y a des problèmes qui ont été un peu soulevés. En particulier, je voudrais souligner en ce qui concerne mon frère Lucien. Effectivement, j'ai suivi son chemin. Il m'a beaucoup influencé dans la prise de décision pour trouver mon chemin. Mais si j'en parle, c'est parce que peut-être, en fait, il a été expulsé de son pays par les colonialistes. Et c'est cela que je veux mettre en évidence. Il a été expulsé par les colonialistes qui ne voulaient plus de lui parce qu'il avait été révoqué d'abord, il était instituteur, il avait été révoqué. Et parmi ceux qui l'avaient révoqué, parce qu'à cette époque-là, quand il a été révoqué, c'était le Conseil général de Constantine. Il avait une commission de discipline. Dans cette commission de discipline, il y avait des élus juifs et il y avait des élus musulmans. Il y avait un élu musulman qui ne partageait pas les idées communistes, qui était même peut-être assimilationniste. C'était Benjeloul, le docteur Benjeloul, mais qui fut le seul à refuser de voter la révocation de mon frère. Par contre, les élus juifs avaient voté pour la révocation de mon frère, parce qu'ils s'étaient mis du côté des colonialistes, et que Benjeloul, à ce moment-là, a pris une position anticolonialiste. Voilà. C'est un fait de l'histoire pour montrer que ce n'est pas une question de juifs ou de musulmans, c'est une question de position que l'on prend par rapport à des faits politiques, à une oppression coloniale et ainsi de suite. Et après avoir été révoqué, il est allé à Oran, où il a été manœuvre dans le bâtiment. Voilà. Et pour moi, c'était un exemple de modestie, d'aller travailler comme un ouvrier, de vivre comme les ouvriers, et ainsi de suite, de comprendre tout ce milieu. Et quand il y a eu le gouvernement du Front populaire, y compris ce gouvernement du Front populaire, n'a pas eu le courage de s'opposer aux colonialistes en Algérie pour réintégrer mon frère dans sa fonction d'instituteur en Algérie. Il a accepté de le réintégrer en France. Or, mon frère ne voulait pas venir en France. Il voulait rester en Algérie. Il voulait continuer le combat en Algérie. Mais il était responsable du parti et nos camarades de la direction lui ont dit « Tu peux retourner, va en France et puis tu reviendras après. » Il est allé en France. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans la résistance en France, parce qu'un communiste se bat de partout, là où il se trouve. La patrie, j'en parle aussi un peu. Pour un ouvrier, il n'y a pas de patrie quand il est chassé de son pays parce qu'il ne trouve pas de travail. Sa patrie, c'est là où il va trouver son pain pour travailler. Là où il peut avoir mangé d'un ouvrier. C'est pour ça que Karl Marx disait « Les ouvriers n'ont pas de patrie ». Mais j'ajoute, on leur a volé. On leur vole leur patrie. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Nos jeunes qui quittent le pays, ce qu'on appelle les haragas, qu'on retrouve dans
pas mal de pays à la recherche du bonheur, on leur a volé. Et je vais terminer sur ça. Nous avons un devoir vis-à-vis de toute cette jeunesse, afin de lui donner du travail, afin de lui donner un avenir. Et la jeunesse est importante dans un pays. J'ai été moi-même jeune, j'ai été dans une organisation de la jeunesse avec mon camarade Henri Allègre. On s'est battu pendant à ce moment dans cette organisation, d'abord contre l'ignorance, pour alphabétiser les jeunes, contre le chômage, contre la soif de liberté que disait notre père. Et je considère que la jeunesse aussi est importante. Voilà, je termine là-dessus.